Bonjour à tous et à toutes. Merci pour assister aujourd'hui à cette conférence autour de la lutte contre le risque incendie, qui est une préoccupation majeure de la filière déchets. Un petit mot tout d'abord pour notre partenaire COI aujourd'hui qui sponsorise cette conférence. Donc il y a Johan Allard ici présent. Et donc j'ai l'honneur en tout cas d'animer cette conférence en présence de différents intervenants que je vais laisser le plaisir de se présenter en commençant tout à gauche par monsieur Johan Allard. Bonjour à tous, Yann Allard, j'occupe le poste de directeur des opérations pour une société appelée COI. Pardon, Johan Allard, directeur des opérations de la société COI, une société qui commercialise des systèmes de détection précoce, mobile et temporaire dans le domaine du risque incendie. Donc, capitaine Cédric Pasquier, donc je travaille pour le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours. Alors, c'est un long service parce qu'on est sur 2 collectivités territoriales. Je suis ingénieur en chimie et responsable d'un laboratoire mobile qui traite des risques radiologiques, chimiques et biologiques. Bonjour à tous, Loïc Peyre, je suis le cofondateur de Novacover, une solution d'assurance pour l'industrie du recyclage franco-française. Bonjour, Olivier Dequin, société Praxi. Donc, je suis directeur technique et QSE de Praxi pour le réseau. Et le réseau Praxi, donc c'est pour représenter le côté opérateur. On est à peu près 110 sites ICPE de gestion globale des déchets, déchets dangereux et déchets non dangereux. Et du coup, moi-même, Thomas Huban, chargé de mission QSE et recyclage au sein de FEDEREC, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, qui représente le secteur du recyclage, qui regroupe dans son ensemble 1000 du risque incendie aujourd'hui. De quoi l'on parle lorsque l'on parle du risque incendie? Quels sont les chiffres? Est-ce qu'on constate une prise de conscience ou pas? En analysant aussi les causes et les conséquences de ce risque pour nos entreprises et aussi pour toutes les différentes parties prenantes qui circulent autour des exploitants de déchets, donc à la fois les secteurs des assurances, les fournisseurs de matériel et aussi les sapeurs-pompiers ici présents. Nous allons ensuite voir les actions qui sont mises en place pour appréhender ce risque ou non, et enfin finir avec les perspectives et les actions en cours pour améliorer la maîtrise de risque et faire face du coup à celui-ci. Donc je vais tout d'abord laisser la parole au capitaine Cédric Pasquier aujourd'hui pour du coup présenter l'état des lieux du coup. Merci. Donc, nous, ça fait 4-5 ans qu'on s'intéresse aux feux dans les entreprises qui traitent des déchets parce que c'est toujours des feux qui sont compliqués. Souvent, on a un démarrage qui est un peu poussif et puis après, on a une phase de pleine propagation. Souvent, c'est là où on est appelé et puis après, on a des phases qui sont un peu plus longues dans lesquelles il faut aller chercher le feu très profondément dans les déchets. Et là, on est sur des opérations qui s'installent dans la durée. Et c'est des opérations qui durent dans le temps et qui peuvent avoir des impacts sur les personnes. Donc il y a la Basaria du BARPI, du Bureau Analyse et Prévention des risques industriels, donc, qui a fait une étude spécifiquement sur les entreprises du secteur des déchets. Et on est sur un nombre d'incidents entre 2014 et 2019 qui a fortement augmenté, alors qu'il est lié aussi à l'augmentation du volume de déchets. Et en tout cas, il y a près de 500 accidents qui ont été répertoriés. Et parmi ceux-ci, ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'il y a 80% qui sont liés à des incendies. Donc vraiment, le phénomène majoritaire aujourd'hui, c'est vraiment l'incendie dans une entreprise de traitement de déchets. Et ça représente un quart des accidents dans les ICPE. Donc aujourd'hui, c'est un secteur en tout cas sur lequel on est attentif. Il y a une diminution à partir de 2019, ça s'est remonté un peu en 2022, parce qu'il y a une vraie prise en compte et en tout cas une vraie prise de conscience du secteur. On a aussi un phénomène qui pour l'instant est saisonnier, alors peut-être qui sera plus saisonnier dans quelques années, mais en tout cas on observe des gros départs de feu ou en tout cas des départs de feu importants sur les mois de juillet et août. Alors il y a 2 choses, c'est les fortes chaleurs qui durent plusieurs jours et c'est aussi lié à mon sens au fait qu'on soit en période où il y a moins de personnel. Donc les 2 choses font qu'en effet sur les mois de juillet, août, septembre, on a en tout cas un peu plus d'événements. Et enfin, le phénomène qui est notable, c'est qu'on attribue à peu près 25% des départs de feu à des piles au lithium qui ont mal été triées et qui, à un moment dans la phase de traitement, vont être comprimées et vont pouvoir entraîner un départ de feu, alors qui ne sera peut-être pas forcément vu au départ, et puis derrière qui va engendrer un incendie important.
Peut-être, je ne sais pas si Olivier, vous voulez compléter. Oui, je vais compléter. Effectivement, sur les causes principales, si je reprends le rapport des IGEDD, mais ça se confirme aussi sur ce qu'on constate sur site, il y a 3 causes principales au niveau de l'incendie. Le déchet qui est mal orienté, qui se retrouve dans les conditions où il est mis en source d'ignition, donc typiquement le lithium, je pense qu'on va en parler beaucoup pendant cette conférence. Ça peut être aussi une défaillance dans la détection rapide et l'extinction rapide du départ de feu, donc qui se propage, et justement une propagation incontrôlée de l'incendie par potentiellement une organisation pas au top sur site. Si je reprends les chiffres Praxi, depuis 2021, on est à peu près 40% de départs de feu qui sont liés à des lithiums, ou très fortement suspectés liés au pile au lithium. Donc ça provient principalement de nos sites qui vont faire de la gestion du regroupement de PAM, donc petits appareils en mélange au niveau du D3E. Ça peut venir aussi en moindre proportion, mais quand même des centres de regroupement de piles et accumulateurs, donc dans lesquels on trouve beaucoup de lithium, et des VHU également. Enfin, donc ça c'est vraiment la source qui nous préoccupe le plus, parce que 40% des départs de feu c'est quand même énorme. Après, sur les autres sources qu'on peut citer, on a des actes de malveillance, 10%, donc c'est moindre que ce qu'on pensait il y a quelques années. Quelques incompatibilités chimiques aussi à hauteur de 10% des départs de feu, notamment sur les centres de regroupement de déchets dangereux, là c'est spécifique à cette activité-là. Et enfin, les fortes chaleurs, on n'a pas noté d'augmentation significative, mais il y a au moins 10% des départs de feu, effectivement, on sait que l'état, à la période estivale, qui est de plus en plus chaude, de plus en plus longue, avec des déchets donc de plus en plus secs, fait que des départs de feu sont facilités sur cette période-là. Voilà sur un constat opérateur. Et du coup, je voulais vous poser une question aux intervenants, c'est est-ce que vous avez constaté une certaine prise de conscience à la fois du côté opérateur ou du côté du secteur assurantiel et enfin des fournisseurs de matériel et des sapeurs-pompiers? Effectivement, ce qu'il y a noté dans cet état des lieux, qui n'est pas forcément lié au risque en lui-même, mais qui est lié effectivement aux différents acteurs de la filière, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, une vraie approche du risque, aussi avec une profilisation des fonctions de sécurité, sûreté dans les entreprises. Et ça fait partie d'une vraie tendance de prendre en charge le risque, d'avoir une réflexion, une approche globale de ce risque pour le maîtriser, ou du moins l'éviter au maximum. Pour les sapeurs-pompiers, ce n'est pas forcément les industries sur lesquelles on va focaliser. Je vous rappelle que dans le Rhône, on a 32 Céveso seuil haut. On a une obligation réglementaire de faire des exercices tous les 3 ans. Donc là, actuellement, on fait entre 1 et 2 exercices par semaine avec une quarantaine d'engins, plutôt sur ces Céveso seuil haut. Néanmoins, les secteurs du déchet nous intéressent parce que souvent, l'hydraulique n'est pas forcément bien dimensionnée. Aujourd'hui, sur une phase d'attaque, on est à 400 mètres cubeurs. Donc si on a un poteau qu'on donne 60 mètres cubes, on va vraiment avoir des difficultés pour l'extinction et on va avoir un feu qui va se propager. Et puis, on a des difficultés d'accès. Sur 30% des interventions entre 2014 et 2018, il y a une difficulté pour les secours de pouvoir accéder. Donc, aujourd'hui, on incite en fait nos casernes de proximité à aller rencontrer les gens qui traitent les déchets, justement pour vérifier ces accès, pour vérifier qu'il y ait des plans d'incendie, qu'on ne va pas perdre du temps à s'alimenter sur des poteaux. Et puis aussi, on aime bien qu'il y ait des rétentions pour qu'en fait, on limite les pollutions à l'extérieur. Ok, donc effectivement pour les opérateurs il y a une vraie prise de conscience du risque incendie, je vais envie de dire elle est assez récente malgré tout, et en particulier on discute avec les assurances, il faut savoir que nous opérateurs déchets on a de plus en plus de mal à trouver des assureurs par rapport à nos activités par cette augmentation du risque incendie qui est très forte sur nos sites. Donc ce qui fait que les opérateurs ont vraiment pris le problème à bras le corps, et je dirais que c'est évident sur les... je pense à certaines installations, nouveaux centres de tri qui ont été montés avec des investissements de plusieurs millions d'euros. La protection prévention incendie peut représenter au moins 5% du budget total du site. Par exemple, un centre de tri à 20 millions d'euros, c'est au moins 1 million d'euros d'investissement à la fois dans la détection et dans les moyens de protection incendie, que ce soit sprinklage ou canon dirigé. Et juste un petit point avant que vous interveniez, Loïc, c'est on constate sur la filière du coup déchets 600 millions d'euros d'investissement en 2022 et 1,5 milliard sur 3 ans d'investissement pour nos entreprises. Donc on réalise que c'est de lourds investissements, mais qui sont aussi dus en partie à une prise de conscience de nos opérateurs et des investissements pour améliorer la maîtrise de ce risque. Mais on constate que malgré les efforts effectués, il y a encore du progrès à faire, et c'est pour ça que les discussions avec l'ensemble des parties prenantes sont intéressantes. En tout cas, je vous laisse, Loïc. La prise de conscience, pour nous, elle est évidente parce qu'elle se constate sur le terrain, parce qu'on est un acteur de terrain, c'est-à-dire qu'on visite chacun de nos clients, donc on est capable de qualifier la qualité d'organisation des sites.
On la constate de plusieurs façons. Dans les résultats, notamment sur les résultats de fréquence, c'est-à-dire très peu de petits sinistres qui font que petit à petit on travaille sur des petites causes et donc on sait très bien que plus on travaille sur l'organisation, plus on va limiter le risque important. Donc il y a des points aujourd'hui qui sont normaux et qui sont rentrés dans les consciences comme le travail par point chaud, la formation à la manipulation d'extincteurs, la propreté, qui est un point capital dans l'industrie du recyclage. Et de l'autre côté, on voit effectivement une prise de conscience dans les projets neufs, c'est-à-dire effectivement ce que vous mentionnez, c'est-à-dire aujourd'hui, dans n'importe quel projet d'un client, on a un paragraphe complet consacré à la protection incendie et sur aussi une vraie réflexion dans l'innovation, dans la protection incendie. Donc aujourd'hui, c'est évident que c'est quelque chose qui est toujours, qui est marqué et qui est pris en charge directement et surtout au tout début du projet, ce qui est capital quand on veut rester dans un budget défini. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a 2 pans à regarder. C'est la construction d'installations nouvelles, mais aussi la mise à jour du coup d'installations existantes qui peut aussi nécessiter des investissements très importants, notamment pour adapter l'existant. Et donc, je vous propose du coup de passer. On a un peu vu rapidement les conséquences, mais peut-être aussi aborder les causes avec chacun d'entre vous. Et les conséquences. Oui, donc sur les causes, on les a un peu abordées. On va beaucoup insister sur le côté risque lithium. Donc peut-être parler maintenant un peu des conséquences. Donc sur les conséquences sont un peu évidentes. Forcément, quand on a un site, un sinistre non maîtrisé, c'est les conséquences humaines. Donc nous, sur le retour d'expérience, les incendies qu'on a eu, on a eu de la chance au niveau humain. C'était pas eu de blessés ou de décès. Les conséquences ensuite, elles sont environnementales, économiques et je vais dire aussi commerciales, ce qui est lié au côté économique. Environnemental, sur les conséquences directes et ce qui va être un peu contrôlé par les DREAL suite à un incendie, ça va être les rejets, donc les rejets d'eau et récupération des eaux incendies. Donc ça, c'est plutôt bien maîtrisé. Après, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est peut-être tout ce qui va être pollution atmosphérique. Donc là, effectivement, il y a plus de conséquences et ça se disperse un peu plus dans la nature et dans l'environnement immédiat. Économiquement, effectivement, c'est dur, un site qui ferme du jour au lendemain, donc forcément, il faut trouver des solutions alternatives. Et puis, sur le côté commercial, il faut prévenir les clients parce que des déchets, ça rentre sans arrêt. Ils sont toujours là, ils sont toujours produits et il faut trouver effectivement des plateformes de délestage. Donc il faut avoir prévu des scénarios ou avoir des plateformes de proximité immédiate pour dérouter des flux de déchets qui vont aller entasser sur d'autres sites et travailler en mode dégradé pendant plusieurs mois en fait. Voilà. Au niveau des causes, moi je ne suis pas très bien placé pour en parler parce que souvent quand on nous appelle, ça brûle. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que, en tout cas dans les feux qu'on a fait, c'est qu'il y a un temps qui est très long entre le déclenchement de l'incendie et l'arrivée des premiers moyens sur place. Et souvent, on est déjà sur des feux qui sont en propagation libre. Le dernier à Vaux-en-Velin, où on est sur des feux de bois qui courent. Et là, il nous faut arrêter la propagation aux limites de l'établissement. Donc pour nous, la prévention et la détection précoce, c'est vraiment un des enjeux sur cette filière-là. Les conséquences, je ne vais pas revenir. Donc les conséquences humaines, elles sont assez faibles. Je crois que c'est une dizaine de morts en 10 ans. Donc par rapport aux autres installations classées, ça représente quand même assez peu de décès, même si c'est toujours un de trop. Il y a des conséquences économiques qui sont importantes parce que souvent, on est sur des bâtiments qui peuvent brûler. On est sur des surfaces en hectares qui sont très importantes. Mais pour revenir vraiment au domaine qui nous incombe, c'est les conséquences au niveau environnemental. On est sur des fumées d'incendie alors qui sont différentes des feux d'entrepôt. On est sur des fumées de combustion complète très chaudes qui montent. Là, on est sur des fumées souvent qui sont incomplètes, avec des produits qui sont souvent irritants pour les populations et avec des fumées qui sont assez froides. Donc, ont tendance pas à monter, mais à se diriger vers les populations. Je ne sais pas si vous avez dans la tête un feu qui a eu lieu dans les Bouches-du-Rhône, dans le 13, un feu d'une entreprise qui traitait des déchets. Je ne sais pas si c'était très légal sur toute la filière. En tout cas, le feu a duré 1 mois et c'était 20 000 m3 de déchets qui ont brûlé et on était sur une qualité atmosphérique comme on peut retrouver à Pékin. Voilà, donc avec des teneurs en particules fines qui étaient très élevées, et donc avec un impact sur les populations qui n'était pas négligeable. Donc ça, c'est le premier impact. Sur les feux de Vaux-en-Velin, on est sur des feux qui durent 2 jours. En 2019, les feux de déchetterie ont duré pratiquement 1 semaine. Donc ça mobilise énormément de moyens. Il y a un coût homme qui est très important.
On est sur des feux aussi qui sont très compliqués à éteindre parce que arroser un tas de déchets, ça sert à rien. Si on veut à un moment éteindre le feu, il faut aller le chercher. Donc il faut travailler avec des engins de TP pour aller faire la part du feu, aller au milieu. Si on s'occupe juste d'arroser en fait le tas, on gaspille énormément d'eau. Et l'eau aujourd'hui, c'est une ressource qui est très rare. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que il nous faut pour nous limiter en fait la pollution environnementale, pollution des réseaux d'eau pluviale, les stations d'épuration, et des fois même il y a un rejet qui est directement dans la nature. Donc c'est pour ça qu'on aime bien quand en fait on peut sectionner l'ensemble des réseaux de l'entreprise et puis diriger les flux vers vers une rétention qui aujourd'hui nous permet en fait de repomper dedans. Donc sur les feux de déchetterie comme on a eu dans une entreprise à Saint-Pierre-de-Chandieu de VHU, et ben en fait au bout d'un moment on a pu repomper dans les rétentions pour avoir une extinction du feu et arrêter d'utiliser la ressource en eau qui est aujourd'hui, je répète, une ressource même pour les sapeurs-pompiers sensible. Un autre point évidemment sur les conséquences, parce qu'elles sont évidemment financières immédiatement, c'est-à-dire qu'un incendie d'un site, il est quand même très difficile de reprendre une activité en moins de 3 mois, rien que par les délais légaux et le fait qu'il faut construire un plan d'action et gérer les actions, le retour d'expérience vis-à-vis des DREAL. Et les conséquences, elles sont aussi réputationnelles. C'est-à-dire que un départ de feu, quand même, il est maîtrisé, il est très rapidement médiatisé, et tout de suite, ça jette une image très, très, très négative sur l'activité. Donc, c'est important, effectivement, de toujours, notamment quand on parle de ces conséquences, et surtout, du coup, de la détection toujours très précoce de n'importe quel problème et dysfonctionnement. Est-ce qu'Olivier, vous voulez, du coup, est-ce que vous avez vu, vous, dans votre entreprise, des cas d'usage, enfin, du coup, un exemple de départ d'incendie chez Praxi? Des départs d'incendie, on va les gérer, je ne veux pas dire quotidiennement, mais assez régulièrement, et ça, ils sont maîtrisés sur site. Donc ça fait partie des actions qu'on a mis en place effectivement pour justement remédier, atténuer ce risque incendie. Sur des sites historiques, on va beaucoup axer sur ce qui était en place historiquement, les extincteurs, les RIA, les moyens en eau, donc soit des poteaux incendie, soit des réserves incendie qu'on met maintenant sur nos sites de manière à avoir immédiatement une grosse quantité d'eau disponible sur place. Et ça passe aussi beaucoup par de l'organisation au quotidien, par la formation des opérateurs. Si on a les équipements mais qu'on ne sait pas les utiliser, ça ne sert pas à grand chose. Donc effectivement on axe beaucoup le côté formation aux manipulations de ces équipements, à la détection et l'organisation sur site, avec déjà des règles d'îlotage qui sont mises en place quand même sur les sites depuis un certain temps. Donc on pourra en parler aussi dans les évolutions réglementaires, mais ça permet d'isoler on va dire les tas de déchets les plus à risque des autres et de minimiser la part de feu qui serait prise en cas d'incendie, et la propreté du site aussi pour éviter les détections. Ça, c'est un peu ce qu'on fait sur les sites historiques, et sur tous les nouveaux sites, et même les historiques aussi, le paquet est mis aujourd'hui sur la détection incendie. On était beaucoup sur la phase détection par l'homme et on intervient rapidement. Maintenant, on met beaucoup en place des caméras thermiques, des caméras aussi intelligentes avec l'intelligence artificielle pour la détection de feu. Donc ça se met de plus en plus en place pour prendre l'incendie au plus vite. Et en particulier sur les heures où il n'y a personne sur site. Alors, du coup, merci Olivier. Est-ce que vous voulez aussi réagir sur les actions qui sont mises en place pour améliorer la maîtrise du risque incendie? Clairement, dans les actions mises en place, pour nous, il y a vraiment 2 pans. Il y a la partie organisationnelle et typiquement, aujourd'hui, des actions de prévention, et on reparle encore de la propreté et des choses très simples, par exemple comme des rondes de fermeture. En fait, nous, par exemple, 100% de nos clients doivent faire une ronde de fermeture avec une caméra thermique portable pour vérifier l'ensemble de leur stock, et idéalement 2 heures après la fin de l'activité. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les batteries lithium comme on le mentionnait, sont des feux qui peuvent avoir un développement long, et donc du coup l'idée c'est de détecter ces choses-là. L'autre point, c'est quand on a parlé détection et protection, mais on peut parler aussi de la construction. Aujourd'hui, par exemple, nos 2 plus gros sinistres sont maîtrisés par la construction d'un mur coupe-feu. C'est-à-dire qu'on sauvegarde la moitié d'un bâtiment dans un premier cas et les 2 tiers d'un autre bâtiment plus tout le process
grâce à une construction d'un mur coupe-feu. Et ça, c'est des solutions en plus c'est du parpaing, c'est des protections en place et qui bougent et qui ne bougent pas et qui justement sont très efficaces contre l'incendie. Quand ils sont bien construits, ils permettent en plus aux services de secours de faire la part du feu et de sauvegarder vraiment la richesse de l'entreprise. Du côté de Koi, effectivement, on s'inscrit complètement dans ce qu'Olivier disait, l'installation de caméras thermiques sur site pour détecter, ou plutôt on est vraiment dans cette phase de détection. Elle est importante pour nos clients et pour les acteurs de la filière, parce qu'en fait elle permet de détecter en amont et de limiter les incidents, si ce n'est de les éviter, mais du moins de limiter, d'en limiter l'ampleur. Vous parliez de plusieurs phases dans ces incendies. On essaie vraiment de détecter au plus tôt pour être dans cette première phase d'incendie. Historiquement, on a été saisi par des acteurs de la filière face à ce risque, à cette prévention du risque. Et on a identifié ce besoin avec eux et un manque de solutions techniques sur le terrain. Donc on a construit une solution par les acteurs, pour les acteurs, qui vont répondre à l'ensemble des spécificités techniques de ce risque. On a identifié plusieurs causes, donc effectivement, nos algorithmes et notre intelligence artificielle va pouvoir s'adapter aux conditions spécifiques qui sont sur site. Alors, à la cause et à la nature de ce risque en lui-même, on a des départs de feu qui sont dus à des réactions chimiques qui sont relativement lentes. Donc, on a un algorithme qui va permettre de détecter bien en amont ces élévations qu'on va appeler anormales de température. J'ai toujours un petit peu de mal à qualifier ce risque uniquement d'incendie. On va aussi s'adapter aux spécificités des sites et aux besoins des sites. Le premier étant les conditions d'exploitation. Il y a beaucoup d'engins sur site, notamment beaucoup de poussière pour certains, qui vont pouvoir être des freins à la détection de fumée, qui peuvent être utilisés par d'autres technologies, ou par la détection de points chauds purs et durs, puisque les pots d'échappement des engins vont créer un nombre d'alarmes intempestives qui va être contre-productif dans une gestion par un centre de télésurveillance, dans le but de notifier ces incidents. On va aussi proposer des solutions qui vont être et temporaires et mobiles. Temporaires parce qu'on a une saisonnalité du besoin chez les acteurs. On parlait notamment des mois estivaux. Donc effectivement, on a des acteurs qui viennent utiliser des solutions uniquement sur les mois qui concentrent ce risque, ça peut arriver. Et ce sont des solutions qui sont également mobiles. En fait, ce sont des sites qui bougent en permanence au fur et à mesure de l'exploitation. Donc on va pouvoir s'adapter vraiment aux besoins du client en étant autonome également en énergie, en réseau s'il en était. Merci beaucoup, Yoann. Donc nous, au niveau des actions mises en place, donc dernier feu qu'on a eu dans le nord du département, départ de feu sur des batteries au plomb, un appel de Securitas qui, en faisant une ronde, voit que ça fume, derrière caméra. Effectivement, il y a de la fumée qui se dégage. On essaie de joindre les personnes responsables qui sont marquées sur un plan qu'on a au niveau de nos centres de traitement de l'alerte. On arrive à joindre personne. Les premiers équipages se rendent sur les lieux, ils n'arrivent pas à rentrer et on perd pratiquement 1 heure pour aller au niveau du foyer avec un risque batterie au plomb, donc ça veut dire acide sulfurique, SO2, risque plomb, voilà, avec un risque qui peut être mal maîtrisé et donc beaucoup de temps en fait pour atteindre le foyer. Et je vous passe le fait qu'à l'époque on avait encore des émulseurs fluorés, donc aujourd'hui émulseurs fluorés ça veut dire grosse problématique au niveau de l'ADREA, le PFOA et tout ce qui s'ensuit avec la problématique qu'on a avec Arkema. Donc aujourd'hui, une des clés, c'est vraiment les exercices, les reconnaissances de secteur, s'assurer qu'on ait des dimensionnements hydrauliques et qu'on puisse à un moment récupérer ces eaux d'extinction, ou au moins qu'il y ait des rétentions qui soient faites. Et c'est vrai que quand on a des plans d'intervention, où on trouve à notre arrivée qui nous explique tout ça, c'est vraiment un plus et c'est ce qui est préconisé. Ensuite, on a essayé de s'adapter. Depuis 2019, en fait, on a eu beaucoup de mal à éteindre ces incendies de déchets. Donc on a eu à Saint-Fond et à Vénissieux. D'une part parce que c'est des structures métalliques, donc structures métalliques dès que ça a brûlé ou chauffé, on est sur de la stabilité au feu de 30 minutes, donc on ne peut plus rentrer à l'intérieur, donc en fait il nous faut des agents qui soient performants. Et l'eau n'est pas un agent performant pour éteindre des tas de déchets parce que l'eau elle a tendance à ruisseler, elle ne pénètre pas. Donc en fait on a développé un camion qui fait 7000 litres et qui utilise du mouillant moussant. Donc en fait c'est un tensioactif qui va permettre d'augmenter la tension superficielle de l'eau et vraiment d'avoir un pouvoir pénétrant à la fois dans les matériaux, donc de les mouiller, et à la fois de pouvoir pénétrer au cœur du tas. Et donc on a un camion, c'est des émulseurs qu'on utilise avec des gros débits, on arrive à mettre jusqu'à 7000 litres minute, donc ça fait 420 mètres cubes heure, voilà pour le dimensionnement des rétentions, donc 400, 500, 800 mètres cubes, ça permet de tenir 2 heures.
Donc sur la première phase du feu, et après on va mouiller tout au long pour limiter à la fois la propagation et à la fois pour avoir des performances plus importantes pour justement avoir une durée d'intervention qui sera moindre. Et puis après, c'est de travailler avec toutes les personnes de l'entreprise pour faire des tas, faire la part du feu, limiter ce qui brûle. Et là, en fait, il faut adapter les protections respiratoires parce que les gens, on les engage avec des taux de CO qui sont importants. Donc il faut mesurer, il ne faut pas les mettre en danger. Il faut être capable de protéger les voies respiratoires, notamment contre les particules fines. Donc tout ça, on y travaille et en tout cas, ça fait partie des attentions du moment. Merci, c'est vrai qu'on constate qu'il y a tout un ensemble d'actions qui est mené par ces différentes parties prenantes aussi. De notre côté, du côté de la fédération, on a aussi fait de la sensibilisation auprès de nos adhérents. On a aussi mis en place un guide de bonnes pratiques du risque incendie qui regroupe 80 fiches. Du coup, qu'on a construit avec tout un ensemble de parties prenantes et qu'on a mis à disposition et diffusé auprès de la profession. Et donc, on remarque que du coup, toutes ces actions qui sont mises en place aujourd'hui, elles vont susciter du coup des perspectives nouvelles et des actions en cours. Donc, il y a tout d'abord, on remarque une attention aussi de nouvelles parties prenantes, notamment au niveau de la normalisation. Par exemple, l'AFNOR est en train de rédiger une norme expérimentale autour de la sécurité incendie dans les centres de tri auxquels les fédérations du recyclage dont Fédérec du coup participent et coordonnent les différents groupes de travail. Et aussi, on constate une actualité réglementaire sur le sujet parce que toutes ces parties prenantes ont été auditées l'année dernière suite à une mission de Barbara Pompili, à l'époque où elle était ministre de l'Environnement, et qui a voulu rédiger un rapport sur l'accidentologie dans le secteur des déchets et donc qui se concentre sur ce risque incendie. Et donc ce rapport a été construit à partir des auditions de toutes ces parties prenantes et a été mis à disposition et publié en janvier 2023. Ce rapport a été ensuite saisi par la DGPR, la Direction Générale de la Prévention des Risques, qui a émis des projets d'arrêtés ministériels qui viennent réglementer nos installations déchets. Et donc nous sommes en discussion avec le ministère, le gouvernement, pour essayer d'aboutir aux textes les plus proportionnés et adaptés possibles à nos installations. Je ne sais pas, est-ce que Olivier, vous voulez en dire un mot ? Oui, sur ces évolutions réglementaires, je veux dire, elles vont dans le bon sens. C'est bien. Effectivement, nous, on a déjà pris en compte ces évolutions par des améliorations, par mise en place de bonnes pratiques et retour d'expérience. Je pense que ces évolutions réglementaires sur les nouveaux sites, c'est très bien. Elles vont s'intégrer naturellement dans les projets qu'on mène. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, vu les investissements qui sont faits sur la prévention et protection incendie. Si on va dire sur les nouveaux sites, ces évolutions réglementaires posent, à mon sens, pas trop de soucis. Là où ça va être un peu plus compliqué, ça va être sur tous nos sites historiques, c'est de trouver les moyens d'adapter le bon dosage entre ce qu'il faut mettre en place et ce qu'on peut mettre en place financièrement. Nos sites peuvent être anciens, des bâtiments pas forcément conçus pour supporter les préconisations réglementaires. Donc l'idéal, là, c'est presque plutôt de faire du cas par cas avec en cohérence avec les assurances, les DREAL, le SDIS aussi localement, pour adapter une situation spécifique au site et pas imposer des choix réglementaires uniques, les mêmes pour tous. Je rebondis d'autant plus sur justement savoir s'adapter et prendre l'historique. Chacun de nos clients, et à chaque fois qu'on est sur le terrain, on essaye de s'adapter aussi aux contraintes de flux. Alors, il y a toujours un compromis à un moment ou à un autre, mais aujourd'hui, il faut savoir jouer avec l'historique et surtout être très pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de cas où on accompagne des clients dans la construction de solutions ponctuelles qui permettent de maîtriser un risque de façon très ponctualisée, directement sur une machine, directement sur un risque, ou rajouter de la détection pour justement améliorer encore le niveau de risque. On voit aussi vraiment des solutions, des développements de solutions ponctuelles, par exemple sur le stockage de batteries lithium qui se développent et donc qui amènent aussi qui amèneront une amélioration des sites historiques. Et ça pour nous c'est très important dans l'appréciation du risque qu'on peut avoir nous avec un client. C'est la démarche que ce client va avoir dans la gestion de son risque et dans le fait qu'on ne pourra jamais mettre un site ancien par terre et le reconstruire. Mais par contre, comment il va gérer ces risques ponctualisés pour justement
baisser son risque et mieux le maîtriser. Et juste, je crois que chez du coup Novacover, vous avez une approche un peu particulière avec des visites qui peuvent être à la fois physiques ou en distanciel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors, en fait, on a développé une approche très terrain, qui passe par effectivement plusieurs stades en fonction de la taille des sites, mais qui peuvent aller par une visite de risque et une visite de prévention sur le terrain avec le client, qui passe forcément par la construction d'un plan de prévention conjoint et sur lequel on a construit un vrai compromis, mais aussi une solution de visite virtuelle qui nous permet d'avoir une vraie vision de chaque site sur la base d'un scénario que nous avons construit et sur la base de ce qu'on connaît du secteur du recyclage, et donc ce qui nous permet de qualifier chaque risque et d'identifier des sites à risque de façon très pragmatique, tout en construisant en plus un débriefing avec le client à distance. Donc là, c'est vraiment une solution innovante dans le marché assurantiel et qui nous permet d'avoir aujourd'hui, donc on couvre tout client confondu, plus de 1500 sites et nous en avons visité 80%. Donc on a la vision sur 80% de notre portefeuille, ce qui est exceptionnel dans le marché assurantiel. Et il y a aussi une solution de captive assurantielle qui est en réflexion. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots aussi sur l'intérêt d'une telle solution Alors, en fait, on travaille effectivement de façon très active sur la construction d'une solution assurantielle mutualisée. L'objectif étant de partir du principe l'assurance est avant tout un principe de mutualisation. Plus le risque est mutualisé, plus on a d'inertie et plus on est capable de gommer des effets de pic. Et donc on essaye de construire une solution effectivement mutualisée, vraiment dédiée au secteur du recyclage, couvrant toutes les filières du recyclage, parce que toutes les filières en plus ne nous amènent pas les mêmes résultats. Typiquement la filière VHU amène pas la même sinistralité que la filière qui va se concentrer sur un producteur de CSR par exemple. Et donc là on travaille très activement pour atteindre une taille critique qui nous permettrait d'avoir une structure assurantielle à proposer notamment pour des acteurs plutôt tournés plutôt pour des clients du type PME et ETI, pour les protéger et pour faire partie d'un groupe et d'avoir une inertie et d'être moins à la merci des variations du marché assurantiel. Merci. Et je crois aussi que du côté de Koi, vous avez aussi des solutions un peu innovantes en termes de fourniture de matériel. Oui, bien sûr, la solution est innovante en sens qu'elle répond à un besoin qui avait du mal à être couvert par nos clients. On a créé cette solution à partir donc, de ces besoins, comme je l'exprimais. Et donc la prochaine étape, c'est de continuer d'accompagner ces clients, alors sur la solution technique en elle-même, mais aussi en termes de service. Je pense que c'est un point qui est important. On va venir aider nos clients à gérer ce risque ou à limiter ce risque avant le niveau assurantiel dont parlait Loïc. Ce qui est important, nécessaire mais parfois conséquent. Et donc effectivement, c'est aussi un intérêt de pouvoir gérer ce risque et ses conséquences en amont d'un seuil critique, disons, en termes de sinistralité. On va l'accompagner en termes de service pour être plus efficace sur le terrain également. Vous parliez parfois des difficultés d'accès notamment, mais on a un problème de communication de manière générale. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti en termes dans le protocole de détection puis de signalisation de cet incident. On a un centre d'alarme qui est dédié, avec des opérateurs qui sont dédiés, avec un nombre de raccordements limité. On va pouvoir traiter des alarmes en moins de 5 secondes, ce qui est au moins 20 fois inférieur aux normes et aux certifications de notre métier. On va continuer d'accompagner le client de manière technique sur les solutions techniques. On a dit qu'il y avait effectivement cette émergence du problème de la gestion des batteries lithium et des dames. On a créé un nouveau chemin de détection dans notre algorithme pour pouvoir couvrir ce risque, qui était initialement plutôt basé sur des feux de réaction chimique. Donc on a couvert effectivement ce nouveau risque en adaptant la solution technique. On va continuer d'être à l'écoute de nos clients en fonction de leurs besoins. Parce que je pense que les évolutions réglementaires vont peut-être amener à certaines transitions dans les installations.
Donc on va les accompagner par le conseil sur le terrain, sur l'optimisation des solutions, parce que l'enjeu financier et l'investissement peut être important. Donc on est là aussi en soutien. Et donc on va continuer de suivre nos clients face à ces défis de demain en ce qui concerne le risque incendie. Peut-être pour terminer, alors je suis pas hyper optimiste, mais ça c'est ma nature. Entre l'augmentation des températures dues au réchauffement, la multiplication des batteries lithium-ion dans absolument tous les supports qu'on puisse trouver, et on parlait là juste avant la conférence des batteries, des petites piles lithium-ion qu'on trouve dans les cartes d'anniversaire là, qui font de la musique et qui font un peu de lumière et qu'on jette dans la poubelle jaune et qui, une fois compactées, peuvent partir en emballement thermique et être générateurs de feu 2-3 heures après. La multiplication des autres technos qui vont venir sur les batteries. Donc de toute façon, on n'empêchera pas les départs de feu dans les entreprises de traitement de déchets. Donc la gestion de ces départs de feu doit être une préoccupation essentielle. Et pour ça, il y a la détection précoce. Il y a en heure ouvrée et en heure non ouvrée, être capable d'intervenir rapidement. Moi, je suis assez fan de l'îlotage, parce que l'îlotage, c'est faire la part du feu. Donc c'est à un moment éviter la propagation à l'ensemble du site, comme on a pu avoir sur certaines entreprises, avec vraiment pour nous des difficultés à éteindre. Et puis, je terminerai par la ressource en eau. Nous mettre de l'eau et arroser des tas à 7000 litres par minute pendant 3 jours, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra encore le faire demain. Donc, à un moment, en fonction des enjeux, des fumées qui sont émises aussi, je pense que dans la stratégie du commandant des opérations de secours ou du directeur des opérations de secours, on se posera la question à un moment de laisser brûler. Bien sûr, en regardant les enjeux en termes de coûts économiques, hein, mais bon, les déchets, ça n'en a pas forcément, et surtout avec les enjeux de santé humaine et de personnes qui pourraient être impactées. Mais on pourrait penser qu'une entreprise qui se retrouve au milieu des champs, finalement, l'enjeu est pas si important que ça, avec une surveillance, bien sûr, avec un partenaire comme Atmo de la qualité de l'air, justement pour préserver cette ressource. Merci. En tout cas, et pour rebondir sur ces points-là, sur le point de la ressource en eau et sur le côté investissement en lien avec le risque en cause, ça permet de rebondir sur certains points de la réglementation qui est en projet. On remarque qu'il y a certaines obligations où nous, on est très satisfait des discussions qui ont eu lieu avec les pouvoirs publics, mais sur certains points, on est encore en discussion, notamment sur des obligations d'installer de l'extinction automatique dans des bâtiments qui font plus de 2000 m² et qui abritent des déchets combustibles et inflammables. On remarque que cette prescription, elle est très forte et qu'elle oblige du coup à une utilisation de la ressource en eau qui parfois ne peut pas être la plus judicieuse possible. Par exemple, si ce bâtiment il englobe des déchets qui ont une faible valeur et qui n'ont pas de grosses répercussions environnementales, mais qui sont combustibles, on remarque que ce n'est pas forcément la solution la plus adaptée et que la solution la plus adaptée, c'est toujours celle qui est en lien avec l'installation et qui répond à ses caractéristiques et aux risques en jeu. Donc voilà, et je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui ? Oui, bonjour, Manuel Burnand, directeur général de Federec. J'ai une question sur les piles lithium. J'avais compris, moi, que si on arrosait avec de l'eau, le feu se développait davantage. Donc, est-ce que la solution moussante qu'on vous proposez est la bonne solution ? Est-ce qu'il y a d'autres approches ? Alors, vous avez de la chance parce qu'on a étudié les batteries au lithium pendant à peu près 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, alors c'est pas forcément les entreprises de traitement de déchets, c'est les ESS, les équipements de stockage stationnaire qu'on retrouvera bientôt partout dans les immeubles avec des panneaux solaires sur le toit et qui nous poseront des problèmes. Donc en fait, il y a 2 types de techno. Il y a les batteries lithium-métal polymère qu'on trouvait dans les Blue Li et il y a les lithium-ion. Les lithium-métal polymère, donc c'est ce qu'on a retrouvé sur le feu de Bolloré à Grand Couronne dans le 76. Je sais pas si ça vous parle. Un feu où en fait le préfet qui avait en tête Lubrizol a demandé une extinction massive. Donc il y a une extinction massive qui a été faite, il y a une propagation à l'ensemble des 2 autres bâtiments. En fait, les piles lithium-métal polymère, comme on est sur du lithium solide, en fait on crée de l'hydrogène et plus on met de l'eau, plus on a un embrasement qui est vif. Donc sur les batteries, ce qu'on appelle LMP, il ne faut surtout pas mettre d'eau. Donc ça c'est ce qu'on trouve notamment dans les bus parisiens et dans certaines voitures électriques. Les piles lithium-ion, l'eau... En tout cas, on a testé beaucoup de choses. On a testé les mousses, on a testé la vermiculite, on a testé le sable, on a testé le CO2. L'eau reste le meilleur extincteur. Simplement, il faut mettre des débits qui sont importants. On est à peu près sur 20 litres du kilowattheure. Donc, sur une batterie de Tesla, il faut à peu près mettre 2000 litres par minute.
Voilà, sur les débits. Et en fait, tout l'enjeu de la batterie lithium-ion, qui est composée en fait de plusieurs cellules, c'est d'éviter la propagation entre les cellules. Vous avez des packs et dans chaque pack, vous avez des cellules. Donc il faut empêcher la propagation. Pour ça, il faut mettre de l'eau entre les cellules. Et donc en fait, tout l'enjeu, c'est d'avoir accès à ces cellules-là. Si jamais vous refroidissez le pack lithium-ion sans que l'eau arrive au cœur du système, en fait, vous n'allez pas éviter la propagation. C'est pour ça que Renault, par exemple, a développé des trappes qui permettent d'accéder directement au compartiment batterie. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à pouvoir refroidir le compartiment batterie, mais l'eau reste le meilleur agent extincteur, mais il faut qu'il soit en débit suffisant. Et sans compter les risques d'explosion en milieu confiné qui sont liés en fait à l'électrolyte qui est émis lorsque la batterie lithium-ion elle part en emballement thermique. Donc on a une fumée blanche qui est émise, et cette fumée blanche en fait c'est l'électrolyte qui passe en phase vapeur, qui est un gaz très dense et qui est inflammable. Et donc on a eu une explosion d'un caisson qui avait des batteries de voitures recyclées. Elles sont rentrées en emballement thermique, il y a eu ces vapeurs qui sont émises donc d'électrolyte, et les pompiers en arrivant ont ouvert le caisson et ont subi une explosion, et 3 ont été projetés. Donc ça reste quand même une préoccupation, notamment au milieu confiné pour nous, qui reste majeure aujourd'hui et assez peu connue. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Oui, madame. Bonjour. Nous avons un problème effectivement d'incendie par les batteries lithium. On a la chance d'avoir des opérateurs qui interviennent rapidement dessus, c'est-à-dire qu'une fois on a dû appeler les pompiers, ils sont arrivés, c'était déjà éteint. Par contre, ce qu'on se pose comme question, c'est la nocivité donc des batteries qui brûlent et de la protection de nos salariés qui interviennent sur ce type d'incendie. Est-ce que dans les normes existantes, dans les parcours de solutions proposées, vous avez des éléments de réponse à nous apporter? Alors en phase d'emballement thermique, donc c'est-à-dire une fois qu'il y a eu choc, compactage et qu'on a cette émission de gaz blanc, qu'on n'est pas encore en phase de combustion, on est sur un produit qui est un carbonate, qui est plutôt un gaz lourd, qui est plutôt irritant. Voilà, donc c'est pas toxique, c'est plutôt quelque chose d'irritant. Moi j'aime bien la protection des voies respiratoires avec un masque à cartouche qui souvent fait un travail intéressant tout en n'ayant pas les contraintes réglementaires d'avoir un appareil respiratoire isolant. Et ça protège également contre les particules fines. Par contre, quand on est en phase de combustion et sur des gros volumes de batterie, pas des tout petites piles, hein, là il n'y a pas d'enjeu. Là, à un moment, dans les fumées, on va retrouver du CO, de l'hydrogène, tout un tas après de gaz de combustion, et on peut avoir un tout petit peu d'acide fluorhydrique qui est lié à un électrolyte qui est du LiPF6, mais ça reste vraiment à la marge, et en tout cas à l'air libre, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, donc de toute façon, on essaie de ne pas respirer les fumées parce qu'il y a du CO, donc quand c'est en phase de combustion, là, il faut avoir un appareil respiratoire isolant. En phase d'emballement thermique avec ce gaz blanc, un masque respiratoire filtrant, en tout cas, fera une protection qui est intéressante sur un gaz qui est irritant, mais pas en tout cas classifié comme toxique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Bonjour. Vous parliez qu'il y avait 30% des incendies qui étaient liés justement aux batteries et au lithium, que vous avez du mal à assurer les entreprises. Est-ce que les entreprises, vous ne pouvez pas trouver un moyen de responsabiliser les citoyens? Parce que quand on en parle, les petites piles au lithium dans les cartes postales, c'est pas naturel pour tout le monde de trouver une solution pour les recycler. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail justement à faire en amont pour justement éviter d'avoir autant de départs de feu et responsabiliser les citoyens? Alors en ce qui nous concerne, si on parle vraiment de... Ouais, il y a évidemment un affichage et une vraie sensibilisation, une vraie information à faire en amont et qui part principalement des collectivités, puisque aujourd'hui, clairement, la collecte sélective, donc la poubelle jaune, concentre finalement un des risques les plus importants. On parle de l'exemple de la carte d'anniversaire, mais c'est le cas tellement évident. Cette carte-là contient une pile lithium qui est en plus le cœur léger jeté dans le bac jaune en se disant qu'on a fait un geste citoyen qui est celui d'avoir trié. Mais j'ai déjà entendu des exemples de j'ai mis mon téléphone dans la poubelle jaune parce que comme il y a du métal et du plastique, au moins j'ai trié. Donc il y a une vraie information
à faire du public, mais également aussi à faire sur le produit. Typiquement, un produit qui contient une batterie lithium devrait être flagué, devrait être étiqueté comme contenant du lithium. Ça, c'est la partie collectivité. Après, il y a aussi une gestion du flux qui est hyper importante. Notamment, quand on parle batterie lithium, on parle aussi appareil électronique. On voit aussi une vraie amélioration, et ça, c'est quelque chose qui a été fait, par exemple, qui a été pris par les pouvoirs publics et qui aujourd'hui est en place, en tout cas chez nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des petits appareils ménagers conditionnés en grillagé, pour nous aujourd'hui, ça doit devenir la norme. Un appareil ne doit pas être mis en vrac, parce que s'il est mis en vrac, il est maltraité, la batterie est maltraitée, et donc le risque, c'est évidemment un départ de feu. Donc, il y a aussi le flux aussi à gérer, et là, ça part des déchetteries, parce que dans les déchetteries, on vient déposer ces appareils électroniques, et on doit les conditionner proprement en grillagé pour que le flux soit géré et soit sécurisé. Pour compléter ce que vient de dire Loïc, ça fait appel à aussi une partie du rapport qui a été mentionné tout à l'heure de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui a été la source des arrêtés de la DGPR. C'est de constater qu'un incendie a deux causes principales. Il y a les déchets qui arrivent dans l'installation de gestion de déchets. Donc typiquement, quand les batteries au lithium sont amenées dans des conteneurs en vrac, ils sont déjà choqués. Donc peut-être qu'il y a déjà un endommagement qui va faire que la batterie va prendre feu 10 heures après. C'est quelque chose que nous, on constate. Et donc, finalement, il y a deux causes. Donc l'arrivée des déchets sur le site et aussi la bonne maîtrise du risque incendie par l'exploitant de déchets. Et on constate que c'était quelque chose qui a été mentionné par ce rapport. Mais toute la partie amont, du coup, dépend en partie, surtout pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, des éco-organismes en place sur cette filière et qui doivent réaliser plusieurs choses. Déjà, s'assurer que la collecte est faite dans des fûts et dans des conteneurs qui sont du coup pas en vrac et bien métalliques, et aussi de s'assurer d'une campagne de sensibilisation grand public pour améliorer les gestes de tri et faire en sorte que les piles et batteries au lithium arrivent dans les centres de recyclage qui sont habilités et habitués à gérer ce type de risque, et que ça ne se retrouve pas dans toute une diversité de sites, notamment papier carton. On a pris l'exemple tout à l'heure d'une carte d'anniversaire. Ça peut arriver dans un site du coup de traitement de papier carton, et là on imagine bien les dégâts que cela peut faire. Donc on constate que du coup toutes nos installations vont augmenter la maîtrise de risque, mais avant tout, il y a un geste très important de la part des citoyens qui doit être réalisé. Et donc pour cela, des campagnes de sensibilisation grand public, à mon sens, et au sens de la fédération, seront un grand pas en avant. Alors, juste pour rebondir là-dessus, à New York, il n'y a jamais eu autant de morts liées dans des feux d'appartements liés aux batteries électriques. Pourquoi ? Parce que soit elles sont de mauvaise qualité, soit les gens ils augmentent les puissances des chargeurs pour charger plus vite. Donc forcément, à un moment, on met des contraintes sur la batterie. Et on a un nombre de morts ces dernières années très important lié à la mauvaise utilisation des batteries, mais de trottinettes, de la mobilité, de la petite mobilité, des montres, des téléphones portables. Donc aujourd'hui, il y a une vraie campagne de communication pour dire aux gens attention, ne stockez pas vos batteries chez vous, il y a un vrai risque. Donc l'enjeu aujourd'hui d'informer les populations, malgré le fait que le lithium-ion c'est la filière d'avenir pour les véhicules et pour le stockage notamment de l'énergie solaire, donc il y a un enjeu qui est national, mais il y a un enjeu aussi d'information des populations, de ne pas faire n'importe quoi, de bien traiter au niveau des déchets pour la sécurité de tous. Et je pense que ça rentre dans une phase où aujourd'hui en fait on compte de plus en plus sur le citoyen pour faire face et pour être résilient face à des événements climatiques de plus en plus importants, face à des feux de forêt aussi qui pour nous grandissent. Et en fait nous, les services de pompiers, on ne sera pas suffisant pour, dans les premières heures, pouvoir intervenir. Et donc, aujourd'hui, on forme le citoyen à être résilient sur tout un tas de risques. Donc, il y a la journée de la résilience, d'ailleurs, qui est créée. Et je pense que ces informations sur les batteries lithium-ion et tous ces risques qui peuvent être importants doivent reposer, en tout cas en partie, sur une bonne information du citoyen. Et en complément avec ce qui vient d'être dit aussi, de la part des éco-organismes, donc il y a une campagne de sensibilisation du grand public, mais il y a aussi quelque chose qu'on demande nous depuis de nombreuses années, c'est un partage des responsabilités, parce qu'on comprend bien que un incendie a deux causes, donc l'arrivée des déchets en amont et la bonne maîtrise de risque de la part de l'exploitant, mais d'une part il y a la campagne de sensibilisation du public en amont, mais aussi il y a de lourds investissements
qui sont réalisés par nos exploitants. Et en plus de ces lourds investissements, il y a aussi les conséquences potentielles d'un incendie, où il y a toutes les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure, humaines et aussi économiques et environnementales et aussi commerciales. Donc on demande, comme il y a 2 causes qui sont mentionnées par le rapport de l'IGEDD, on aimerait aussi, nous aussi, un partage de responsabilités, parce qu'on constate une hausse du coût des batteries au lithium mises sur le marché par les metteurs en marché. Et donc on plaide du coup pour cela, et on pense que ça va améliorer grandement la lutte contre le risque incendie. Voilà. Je ne sais pas si du coup mes différents intervenants veulent rajouter quelque chose, mais je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait évoquer aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie toutes et tous. Est-ce qu'il reste encore une dernière question dans le public? Okay. Merci à tous, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, et un grand merci aux différents intervenants et du coup à COI pour avoir sponsorisé cette conférence. Merci à tous et à toutes.